Très heureux de vous recevoir aujourd'hui et c'est dans le cadre plus particulier de la publication d'un livre qui est déjà ancien puisqu'il date de 2015 et le souhait n'est pas de revenir véritablement sur le passé, mais j'aimerais bien toutefois pour nos auditeurs et nos auditrices que vous nous citiez, vous nous expliquiez un petit peu le cheminement qui a conduit à l'élaboration de ce livre, comment il est conçu et ensuite vers quoi il tend. Ce serait ça, disons, le fil directeur de l'entretien que nous allons avoir pour l'instant. Mais pour commencer, j'aimerais bien vous poser la question suivante. Quel était l'objectif de ce livre? Sur quelle hypothèse il repose? Et ensuite, quelle est la position que vous avez prise justement entre d'une part les constructivistes et d'autre part les différentialistes, parce que ça c'est assez intéressant me semble-t-il. Oui, voilà. Bonjour, tout d'abord merci pour la proposition d'interview. Donc comme vous l'avez dit, ce livre date de 2015. Il est le fruit d'une réflexion longue, mais il ne se veut pas le début, comment dire, le début d'un cheminement qui serait centré sur le genre. Donc je pense que c'est important de rappeler que j'ai publié d'autres ouvrages. Et cet ouvrage, En haut liberté, est en fait la continuation de mes ouvrages précédents, qui portaient sur la gauche, mais aussi sur des questions beaucoup plus spécifiques, telles que la souveraineté, le réformisme ou la liberté. Et donc ici, dans cet ouvrage, j'essaie d'appliquer, on va dire, la question de la liberté à la condition des femmes, ou plutôt de voir dans quelle mesure une certaine conception de la liberté, qui, elle, est encore en développement et qui m'intéressait beaucoup plus, comment une certaine conception de la liberté peut être en contradiction avec le fait d'être une femme. Donc c'est ça le cheminement, c'est ça l'intérêt. Donc comme j'avais écrit sur la liberté, je me suis posé la question, je me suis dit je suis une femme et en tant que femme je fais face à des obstacles spécifiques. Et ce qui m'intéressait, à la fois par défaut professionnel et aussi parce que je pense que ça doit être davantage exploré par les analystes, c'était la dimension subjective de ces obstacles, autrement dit la dimension discursive, la dimension liée aux représentations. Ce qu'on appelle communément dans la littérature sur le genre les stéréotypes. J'ai un peu de mal avec ce terme, mais je l'utilise dans l'ouvrage. Et donc, en effet, comme vous l'avez évoqué très brièvement, je pars d'un positionnement critique vis-à-vis de deux postures dominantes aujourd'hui dans la littérature sur le genre. D'une part, la posture différentialiste, d'autre part, la posture constructiviste, et j'essaie de tracer, d'esquisser le début, les linéaments d'une troisième voie. Mais c'est vraiment juste le début dans cet ouvrage, et donc là c'est vrai qu'il faudra que j'écrive quelque chose, mais je l'ai déjà un petit peu commencé dans des articles, je ne sais pas si ça nécessitera l'écriture d'un long et difficile livre, mais donc l'idée c'est de ne pas tomber dans les dérives, ce que j'appelle les différentialistes, sans se contenter d'une réponse classiquement féministe, qui serait la réponse constructiviste. Parce que je ne me qualifie pas de féministe. Je récuse la thèse du patriarcat et je ne me sens absolument pas féministe. Donc ça, évidemment, quand on lit le titre, ça peut prêter à confusion, parce que beaucoup de gens catégorisent facilement les personnes qui écrivent sur les femmes et sur le genre dans le camp des féministes, mais je ne suis pas féministe. Donc, pourquoi est-ce que je critique le différentialisme ? Parce que le différentialisme est clairement contraire à la liberté. Le différentialisme, qu'est-ce que c'est ? C'est ce discours très ancien et en même temps de nouveau très à la mode, qui consiste à dire qu'il y a des différences essentielles, innées, biologiques évidemment, mais qui définissent l'essence même des hommes et des femmes, qui expliquent leurs différences et qui expliquent aussi des positions sociales différentes dans la société, voire des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, bien entendu, quand on est favorable à une posture progressiste, et qu'on défend le principe d'une égale liberté entre hommes et femmes, on doit récuser un tel positionnement différentialiste. Et donc dans ce livre, j'analyse certaines des idées reçues, pour ne pas utiliser le terme de stéréotype, sur le féminin, qui s'inscrivent dans cette approche différentialiste. Elles sont évidemment très connues, c'est l'idée de la maternité sacrificielle. Les femmes, quand elles deviennent mères, par nature, se sacrifieraient totalement pour la progéniture. Il y a le principe de l'empathie, typiquement féminine aussi, qui serait quelque chose de spontané, d'essentiel dans la nature, dans ce que c'est même qu'être une femme. Il y a une certaine appréhension de l'apparence, du rapport à la beauté, à l'esthétique. Je parle aussi de la sexualité, donc la vision dominante de la sexualité, donc de nouveau qui
très en vogue aujourd'hui et qui est très influencé par cette posture différentialiste, le rapport à la rivalité, à la compétition et aussi à la douceur versus agressivité. Et donc dans chacun de ces chapitres, j'essaie de montrer que la posture différentialiste ou essentialiste est problématique parce qu'elle est contraire à la liberté, et je pars du postulat que le constructivisme, ou la perspective selon laquelle ces différences sont plutôt construites, est plus compatible avec la liberté. Et donc je donne l'impression de me ranger dans le camp constructiviste, mais en réalité j'explique bien à chaque fois, mais il faut lire évidemment le détail des chapitres pour comprendre mon propos, que je refuse de choisir l'une des deux positions, de trancher le débat. Et donc j'adopte ce que Suzanne Moller-Hawkins a qualifié d'agnosticisme millien, puisque John Stuart Mill a écrit un très bel essai sur l'assujettissement des femmes. C'est probablement l'un des seuls penseurs politiques hommes qui ait écrit de façon aussi remarquable sur la condition déplorable des femmes, encore plus à son époque. Et donc dans cet essai, il explique qu'on ne peut pas trancher cette question de savoir si les différences apparentes entre hommes et femmes sont innées ou acquises à partir du moment où la socialisation des individus, jeunes enfants et adultes, continue à être aussi différente. Et donc il faut mettre cette question-là de côté. Lui, il ne le fait pas tout à fait dans son essai, mais c'est ça qu'il faut faire. Et il faut se pencher sur la question des dominations, qui est beaucoup plus fondamentale. Donc essayer de, pas seulement d'analyser les dominations qui touchent spécifiquement les femmes, mais aussi d'en sortir. Et pour ça, la question de la différence est secondaire. Et donc, dans cet ouvrage, déjà en germe, j'esquisse le début d'un différentialisme émancipateur dans lequel la notion de différence ne serait pas nécessairement positive, mais elle serait prise en compte, parce qu'on doit partir de cette perception subjective qu'il y a d'importantes différences entre hommes et femmes. Mais simplement, il faut que ce soit simplement un tremplin pour aller vers un engagement plus grand des femmes vers la liberté. Et donc je donne des exemples à partir de l'empathie, par exemple. J'explique que cette idée que les femmes sont naturellement plus empathiques ne doit pas être écartée radicalement, même si ce présupposé d'empathie est probablement une illusion, probablement inconstruit. Les études scientifiques ou pseudo-scientifiques sur le sujet ne permettent pas de trancher le débat. Certaines montrent qu'il y a peut-être un peu plus d'empathie de la part des femmes, d'autres récusent ces résultats-là. Donc on ne peut pas se baser sur la science pour trancher ce débat-là, et donc il faut laisser une sorte de flou ou d'incertitude sur la question, mais peut-être accepter que la plupart des femmes, comme la plupart des hommes, pensent que c'est le cas, et donc dans une optique stratégique, qui est en fait ce qui m'intéresse, beaucoup plus que l'analyse de la pensée en tant que telle, c'est l'action de la stratégie. Et il faut partir de cette idée que les femmes ont peut-être un potentiel d'empathie plus important pour les mobiliser. Et je donne quelques exemples très concrets, parce que je parle des situations de maltraitance, des situations de violence physique, de violence psychologique que les femmes peuvent subir. Voilà. Et donc, sur la question de l'empathie, sur la question de la maternité, même sur la question de l'apparence physique, je dis, il faut partir de la situation telle qu'elle est, et donc il faut parler aux femmes telles qu'elles sont. C'est aussi pour ça que je me considère comme non féministe. Parce que la plupart des féministes, je me suis d'ailleurs exposée à beaucoup de critiques quand j'ai présenté dans des petits séminaires, parfois des conférences, ce genre d'écrit à des féministes. Je me suis exposée à de fortes critiques. La plupart des féministes considèrent que tout ce qui relève de la différence entre hommes et femmes permet de justifier l'inégalité, les inégalités qui affectent les femmes, et donc il faut dépasser tout ça et qu'il faut essayer d'aller vers une sorte de pas seulement d'égale liberté, mais aussi d'égalité des comportements, etc. Et donc il y a aussi une thèse du patriarcat qui est très problématique. Pour moi, ce qui pose problème, ce sont les dominations en général, et donc aussi celles qui affectent les femmes en particulier, mais il n'y a pas de nouveau de démonstration possible de cette thèse du patriarcat selon laquelle il y aurait une domination structurelle des hommes sur les femmes dans la société qui expliquerait la condition des femmes, la condition inférieure des femmes. Je pense que c'est une hypothèse beaucoup plus qu'une théorie vérifiée en pratique, et donc c'est une thèse qui me dérange et qui permet aussi de donner l'impression qu'il y a une sorte de combat des femmes contre les hommes qui facilite le dénigrement du féminisme. Donc, pour ces raisons-là et pour d'autres raisons, je ne m'inscris pas dans l'approche féministe. Et voilà, j'ai eu d'ailleurs pas mal de critiques, parce que dans cette optique un peu stratégique, dans les alternatives que je préconise, et c'est un petit peu
c'est un peu sous-développé dans ce livre, qui est plus un livre d'analyse qu'un livre d'alternative, je dis qu'il faut peut-être essayer de s'inspirer des stéréotypes sur le masculin. Donc j'oppose, dans le dernier chapitre, j'oppose les stéréotypes sur le féminin aux stéréotypes sur le masculin, notamment dans la façon dont la rivalité intrasexe fonctionne, et je suggère que les femmes devraient essayer au niveau individuel et puis aussi au niveau collectif de s'inspirer un petit peu de ces idées reçues sur le masculin. Par exemple, essayer d'être davantage égoïste, vivre la parenté différemment, accepter d'être plus agressive, plus compétitive, mais je ne prétends pas pour autant qu'il faut totalement renier d'autres aspects de ce qui est considéré comme normal dans le féminin ou dans la féminité, mais que ça peut être des stratégies d'émancipation à court terme, au niveau individuel et peut-être à plus long terme au niveau collectif. Et ça m'a valu quelques critiques de certaines féministes dans des petits articles en disant « mais ça c'est terrible, ce n'est pas possible ». Donc en fait, c'est difficile d'expliquer tout ça à l'oral, mais ce que je propose est une sorte de stratégie en mouvement, beaucoup plus qu'une analyse figée qui donnerait des alternatives claires. Donc c'est plus essayer de susciter la réflexion que j'essaie de faire, ce que j'essaie de faire dans ce livre. Un grand merci. Avant de remontrer le livre à la caméra, ce serait peut-être, je vais peut-être citer les ouvrages précédents. Alors, dans l'ordre chronologique, en 2009, Une gauche contre l'Europe. En 2010, Oser penser à gauche, pour un réformisme radical. La même année, alors là c'est un ouvrage en anglais, c'est donc europhobique ou eurocritique, opposition à l'Union européenne parmi la gauche française et allemande. Donc c'est un ouvrage qui a paru en Allemagne, à Saarbrück, et en 2013 pour un individualisme de gauche. Je le montre parce que je crois qu'il n'a pas encore été montré à la caméra, donc l'ouvrage de Sophie Hein, Genre ou liberté, vers une féminité repensée, publié chez Academia l'Harmattan en 2015. Voilà. Et alors, je ne voudrais pas terminer cette interview sans rappeler, ou plutôt dire que Sophie Hein n'est pas seulement chercheur, pour l'instant les chercheurs associés à l'université d'Oxford en Angleterre, mais qu'elle est aussi auteure, elle est écrivain ou écrivaine, et ce serait peut-être intéressant d'en dire un petit mot, peut-être, de cet ouvrage-là, parce que là, c'est un ouvrage qui va paraître incessamment sous peu, si j'ai bien compris d'ici un mois ou deux, vraisemblablement. Oui. Voilà, enfin, on l'espère vivement. Chez quel éditeur, tout d'abord? Alors, c'est un petit éditeur, Edilivre, mais qui donne sa chance aux premiers auteurs de romans. Et qui est un éditeur belge ou français? Français, voilà. Oui. Si vous pouviez donner le nom du livre, peut-être, oui, que je connais, mais enfin, bon, oui, je préfère que ce soit donc c'est Un chapeau rose, et donc voilà, c'est mon premier roman. Donc c'est un essai, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que je puisse dire que je suis une romancière. Ça c'est vraiment le début, oui, mais j'avoue que je suis très heureuse qu'il soit bientôt publié, parce que pour moi c'était une histoire très importante, c'est une histoire, c'est un récit, donc c'est pas du tout la même chose que ça, c'est beaucoup plus amusant. Il n'y a que la couleur peut-être, non, je pense pas que ce sera rose, non, il y aura une photo d'Oxford. Voilà, donc oui, le roman se situe dans plusieurs endroits, notamment à Oxford, et c'est un récit fictif, mais qui est aussi en partie sur la liberté et sur les femmes. Ça je m'en suis rendu compte après l'avoir écrit. Donc il y a quand même un petit thème politique au sens très large, mais l'histoire n'est pas purement gratuite, mais c'est avant tout une fiction qui parle d'amour, de passion, de violence aussi, de tiraillement, de contradiction, mais qui met vraiment en scène une héroïne, donc une femme, qui est face à certains obstacles qui l'empêchent d'être libre, mais tout ça à travers une histoire assez, je pense, assez tumultueuse, mais assez agréable à lire aussi, j'espère. On ne va pas dévoiler, parce que sinon, comme pour tout roman, ça ce serait évidemment pas très malin de ma part, hein, de demander d'aller plus loin en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir comme souvent, en tout cas pour un ou une auteure, je ne sais pas ce qu'il faut dire dans ce cas-ci,
il y a quand même un regard a posteriori sur l'œuvre elle-même qui laisse penser que le projet ne s'est dévoilé peut-être véritablement, ou en tout cas en partie, qu'après l'avoir écrit. Puisque si j'ai bien compris, il était question, c'est a posteriori que je me suis rendu compte que ça m'a frappé. Oui, parce que donc il n'y a pas un projet comme pour un livre, si je peux dire, un livre savant, enfin un livre qui était un essai, si je puis dire, en gros, un essai d'une politologue. Oui. Oui, je pense que le type d'écriture est foncièrement différent. Et c'est vrai que, bon, c'est mon expérience à moi, j'ai écrit le début d'un autre roman, mais je pense que ça fonctionne un peu à chaque fois comme ça. Je pense que quand on écrit un roman, on est inspiré par des événements personnels, par la vie d'autres personnes qui nous touchent, par la vie, par le vécu. Quand on écrit un essai ou une analyse académique, on veut exprimer une réflexion, une opinion et être reconnu comme expert sur un sujet. Donc le positionnement et la motivation sont foncièrement différents. Je pense que ce qui est commun aux différents types d'écriture, c'est qu'on écrit et qu'on veut être lu et qu'on doit tout de même structurer sa pensée un minimum. Un roman, c'est aussi structuré. C'est pas, voilà, c'est pas, mon roman n'est pas postmoderne, total, il ne va pas dans tous les sens, il y a une structure. Mais oui, c'est foncièrement différent. C'est un passage en fait de l'analyse, de la pensée cartésienne un petit peu, même s'il y a toujours de l'empirique, je cite quand même beaucoup d'études empiriques, mais il y a quelque chose d'assez cartésien à un mode de pensée beaucoup plus artistique et beaucoup plus libre. Donc je crois aussi que ma réflexion sur la liberté impacte très fortement sur mon mode de vie. Je souffre personnellement de l'absence de liberté, aussi professionnellement, comme beaucoup de gens. Je pense que on se rend tous compte de nos jours, et j'en parle beaucoup plus dans mon livre sur l'individualisme, que la liberté est une chimère pour la plupart des gens, ce n'est pas que pour les femmes. On ne gagne pas assez d'argent, on a très peu d'impact sur les décisions politiques, on est discriminé de mille et une façons, surtout si on appartient à des groupes minoritaires, etc. Donc on est très peu libre. La question c'est comment, sur le plan individuel, en attendant, peut-être pas le grand soir, mais un changement collectif plus substantiel, comment sur le plan individuel développer des marges de liberté. Et pour moi, mis à part la danse, c'est l'écriture, et je pense que l'écriture de romans est beaucoup plus importante, beaucoup plus... Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes aussi professeur de danse à Oxford. Oui, je donne un cours de danse, mais c'est une activité de loisir, on va dire, c'est une passion, mais qui me permet de me sentir un petit peu plus libre. L'écriture participe de cette aspiration-là aussi, et je pense que voilà, l'écriture académique est beaucoup plus contrainte, elle est utile, elle est bénéfique, je pense, socialement, collectivement et individuellement, mais je crois que voilà, j'aimerais aller vers la fiction. Ce sera mais alors, pour ce roman, il y a eu un cheminement qui a été long avant de commencer à l'écrire. Comment ça s'est passé dans votre tête? Enfin, je ne sais pas. On ne se dit pas tout à coup, maintenant je vais écrire un roman. J'imagine ça chemine lentement, sans que le projet d'écrire un roman n'intervienne vraiment. Et puis tout à coup, peut-être, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais été dans cette situation-là, ça se passe comment avant qu'on se mette à écrire un roman? Avant. Oui, je pense que c'est différent pour tous les auteurs, mais moi, dans mon cas, c'était plus que... je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle j'ai eu l'impression de ne pas avoir le choix. J'ai eu l'impression que si je voulais continuer à avancer, je devais absolument écrire autre chose que ce que j'avais écrit jusque maintenant, qui était une sorte de sport, d'exercice de la pensée, on va dire. J'ai senti que je devais ouvrir quelque chose dans mon écriture et dans ma pensée, simplement pour pouvoir avancer dans ma vie, parce que je traversais une phase de crise. Donc c'était plus une nécessité, mais c'est quand j'ai fini ce qui se veut un premier roman, mais qui est encore plein de défauts, quand j'ai fini ce texte-là, alors là j'ai pris la décision d'écrire un roman. Et je pense que le deuxième, si j'arrive à le terminer et à le publier, sera vraiment le fruit d'un choix et d'une résolution d'écrire un roman. Le premier, c'était pas ça, c'était plus une nécessité, une sorte de... il faut que je fasse, sinon je n'arriverai plus à avancer. Voilà. Donc en fait, cet objectif qui est visé pour les femmes, et pas pour vous en particulier, dans cet essai, qui est celui de l'émancipation, mais qui est là sur un plan purement rationnel et intellectuel, trouverait davantage de solutions, si je puis dire, par justement une écriture, par la littérature au sens premier du terme. Oui, je pense à la fois qu'on peut en tant qu'auteur comprendre davantage
sa pensée sur certains sujets par d'autres formes d'écriture, y compris le roman, et je pense qu'on peut faire passer certaines choses à son insu, y compris à son insu. Voilà. Et sur cette question, par exemple, pour être plus concrète, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans la mantra féministe dite constructiviste, c'est la façon dont elle méprise ou ne prend pas suffisamment en compte les contraintes structurelles biologiques qui affectent les femmes. Et je pense que c'est possible de prendre en compte ces contraintes biologiques sans tomber dans un différentialisme conservateur du type les femmes donnent naissance aux enfants et donc elles doivent rester à la maison ou doivent à peine travailler et doivent s'occuper du ménage, etc. Enfin, le conservatisme classique. Et je pense qu'il y a vraiment un boulevard, il y a quelques féministes qui le font un petit peu, mais vraiment beaucoup trop peu, pour développer cette dimension. Et c'est un thème qui apparaît dans le roman, mais qui n'est pas du tout traité de façon intellectuelle. Cette question de la vulnérabilité des femmes, de la vulnérabilité physique, proprement physique et biologique des femmes. Et ça, évidemment, bon, c'est très concret, ça se traduit par leur vulnérabilité aux violences, violences physiques, viols, leur vulnérabilité par rapport à la sexualité. Donc on sait bien que les femmes peuvent tomber enceintes, les femmes peuvent avoir le choix d'avorter, donc l'action de l'avortement aussi, qui est pour moi traitée de façon tellement problématique par la plupart des féministes comme un droit à revendiquer, comme une sorte de... Mais l'avortement est quelque chose de terrible. L'avortement est le fruit de la vulnérabilité des femmes, mais renforce leur vulnérabilité également. Enfin, je ne vais pas parler de ça parce que ce sera un autre thème et je l'aborde très très peu dans l'ouvrage. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces thèmes-là, ou cette question plus large de la vulnérabilité des femmes, physique mais aussi sociale, j'ai pu les développer un petit peu de façon indirecte dans cette écriture de fiction, même si, de nouveau, ce n'était pas mon propos au départ. Mais voilà. Pour revenir un instant à votre essai, vous faites référence à la plasticité du cerveau. Ça m'a frappé aussi. Donc, qu'il y a des aspects psychologiques, sociologiques, qui sont très largement évoqués, mais vous n'excluez pas quand même qu'il y ait un aspect biologique. Toutefois, vous estimez qu'il n'est pas irréversible. C'est pas parce qu'éventuellement on aurait, à la suite des centaines de générations de femmes qui auraient subi effectivement un certain nombre de dominations, pour autant vous reprenez plutôt des travaux de biologistes pour montrer que le cerveau était capable de se transformer et que tout n'était pas définitif. Parce que j'essaie de faire le lien un petit peu ici entre d'une part ce que vous dites à propos de votre roman et à propos de votre essai. Tout à fait. Ça, c'est une dimension... Cette dimension biologique apparaît en effet dans l'essai, mais bon, cette question de la plasticité cérébrale peut être utilisée à différentes fins. En fait, moi, la manière dont elle me frappe, c'est que elle montre que ce débat entre l'inné et l'acquis, quand il est traité uniquement par l'examen de la biologie, est totalement vain. À partir du moment où la biologie est autant la cause des comportements que le résultat des comportements. Donc ce que la plasticité cérébrale et les thèses sur l'épigénétique montrent, c'est que la socialisation des individus impacte directement sur leur biologie. Pour ne pas prendre l'exemple des hommes et des femmes, on a montré que, quand il n'y avait pas encore de GPS, les taximens qui devaient mémoriser la carte d'une ville entière, à Londres par exemple, ces études-là ont été faites à Londres, voyaient les zones cérébrales liées à la mémorisation physiquement modifiées très rapidement. Et donc on peut imaginer que quand il y a une socialisation répétée sur plusieurs années, la modification du cerveau peut être très forte. Et c'est la même chose au niveau des gènes, c'est la thèse de l'épigénétique, c'est que la socialisation transforme les gènes. Et donc si on prend cela en compte, ça n'a pas beaucoup de sens d'adhérer à la vision dominante aujourd'hui des féministes, qui est de dire qu'il suffirait de dévoiler les stéréotypes existants et de faire une sorte de socialisation inverse pour supprimer ces stéréotypes
aider l'or pour améliorer la condition des femmes. Parce qu'il y a une sorte d'équivalence qui est faite entre stéréotypes, différences, inégalités. Donc on supprime les stéréotypes, on supprime les différences, on supprime les inégalités, mais c'est beaucoup trop simpliste, c'est idéaliste au sens classique du terme, les idées, les représentations sont le problème, le matériel n'existe pas. Donc et quand on prend en compte cette question de la plasticité cérébrale et de l'épigénétique, on se rend compte à quel point c'est idiot, parce que, ou c'est simpliste plutôt, pour ne pas utiliser un terme trop péjoratif, parce que si les individus sont réellement socialisés de façon différente, ce qui est une thèse qui est assez facile à prouver, eh bien il faut accepter que leur corps, pas seulement leur mentalité, mais même leur corps seront modifiés. Et donc il ne suffira pas, pour être très concrète, de modifier les programmes scolaires pour faire en sorte que les petites filles, et puis les jeunes filles, et puis les femmes cessent de concevoir la maternité comme étant quelque chose de sacrificiel, et donc cessent d'être inégales par rapport aux hommes dans les carrières, etc. C'est beaucoup trop simple, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pour ça que je dis à plusieurs reprises dans le livre qu'il faut partir des femmes, et des hommes d'ailleurs, tels qu'ils sont, avec ce qu'ils ont dans la tête, parce que c'est beaucoup plus profond, pas irréversible en effet, cette plasticité cérébrale montre qu'il y a une réversibilité, mais il y a tout de même un changement assez profond, même si la thèse de la socialisation est avérée, elle a donc un impact davantage que sur les mentalités, elle a un impact aussi sur les corps. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut mettre de côté ce débat, qui est un débat finalement de scientifique, ou de pseudo-scientifique, parce que ces questions sont très compliquées, on ne peut pas étudier les êtres humains comme on étudie des rats de laboratoire, et on ne pourra jamais véritablement savoir l'étendue de l'inné, l'étendue de l'acquis. Il faut plutôt se concentrer sur la question stratégique de savoir comment faire en sorte que les individus qui sont soumis à des dominations se mobilisent collectivement pour soutenir des réformes qui réduisent les dominations qu'ils subissent. Et donc là, voilà, de nouveau, je donne quelques pistes, mais c'est un long combat. Merci beaucoup. Et alors, le prochain livre... Sérieux. Ce sera un roman, celui-là. Non, donc le livre qui va paraître là est un roman. Voilà, oui. Si vous pouviez rappeler son titre et l'éditeur. Un chapeau rose, un chapeau chez rose. Edilivre. Chez Edilivre, oui. Et ça devrait paraître théoriquement donc en mars 2017, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Oui, voilà, en 2 mois. Et donc j'ai plusieurs projets, mais je pense que mon prochain essai, parce que je pense que je ne vais pas totalement abandonner la forme essai, sera soit sur la question de la liberté, mais en anglais, et j'irai beaucoup plus loin que ce que j'avais écrit dans mon livre sur l'individualisme. Il y a un chapitre sur la liberté, et là il y a beaucoup de choses qui ont été laissées en friche et que je dois vraiment développer, soit sur la question du fédéralisme européen, parce que c'est mon engagement principal. Ah oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange de vues qui, je le souhaite, en tout cas c'est très clairement l'objectif de cet entretien, poussera en tout cas les lecteurs et les lectrices potentielles peut-être à acheter cet essai, mais aussi le roman de Sophie Hein, bien que je sache qu'elle ne soit pas particulièrement portée sur la diffusion de ses œuvres, c'est surtout un travail personnel, mais enfin, je suis sûr que lorsque vous aurez lu cet essai et ce roman, vous découvrirez certainement une pensée, un cheminement en tout cas, qui vous aura fait du plaisir. Merci. Merci à vous.